Ici aux rencontres d'Arles et à la Fondation Cartier. Tu étais facilitateur, advisor sur l'acquisition des NFT du Centre Pompidou, qui est toujours exposé et donc je vous recommande chaudement la visite jusqu'au 9 février, donc c'est vraiment la dernière. S'il n'y a pas grève. Le dernier moment. Et j'ai lu avec grand intérêt l'article de Roxane Azimi dans Le Monde sur cette notion de maître d'œuvre version 3.0. Et peut-être que tu pourras nous expliquer ce que ça revêt comme travail au quotidien et ce que tu fais tous les jours passants depuis 1 an et demi, 2 ans. Peut-être juste un mot aussi pour présenter Marion. Donc Marion Carré, qui est donc cofondatrice et présidente d'Askmonar. Tu es aussi enseignante à Sciences Po Paris, au CELSA et CNAM. Depuis 2023, tu as été nommé membre du premier comité sur l'intelligence artificielle par le ministère de la Culture. Tu vas nous parler peut-être respectivement un peu du rôle d'Askmonar et nous, Danae, donc peut-être en quelques mots, société d'ingénierie culturelle dans l'art contemporain et l'art digital, où on joue beaucoup de cette hybridité et de cette fluidité des médiums entre le physique et le digital. Et on s'adresse aux curateurs, artistes, galeries et institutions publiques pour développer des projets digitaux qui peuvent recouvrir la notion de NFT, puisqu'ils peuvent être mintés sur une plateforme, mais qui ne revêtent pas uniquement que ce médium-là. Peut-être juste en quelques mots pour vous présenter très rapidement. Tu l'as fait. Donc moi, je suis commissaire d'exposition spécialisé en art et nouvelles technologies et chercheur en histoire de l'art. En ce moment, je mène un projet sur l'histoire des expositions en ligne avec Pompidou. Et voilà, je m'intéresse à toutes ces thématiques. Et là, je vous remercie Daniel de m'avoir invité pour faire une sorte de rétrospective des différentes esthétiques de l'IA sur ces 8 dernières années. Et ravi d'être avec vous et avec Marion. Et est-ce que Marion peut peut-être circonscrire le rôle d'Askmonar et ton rôle au sein d'Askmonar et en dehors? Bien sûr, avec plaisir. Donc pour commencer par parler d'Askmonar, nous on fait de l'intelligence artificielle dans la culture depuis 2017. Au début ça parlait pas à grand monde et depuis on voit bien les potentialités. Nous ce qui nous intéresse c'est la façon dont l'intelligence artificielle peut faciliter l'accès à la culture et le partage des connaissances. Donc on a vraiment cette expertise-là qu'on a mis en œuvre dans différentes solutions. Et après, effectivement, comme tu le mentionnais, ce sujet de l'art et de l'intelligence artificielle, je le creuse sous d'autres casquettes. Et pour partager une actualité, j'ai un livre qui sort le 28 février qui va revenir sur l'histoire de l'intelligence artificielle et d'une pionnière française qu'on a complètement oubliée qui s'appelle Alice Rocoq. Comment Alice Rocoq, un peu de teasing là-dessus. Ok, génial. Je voulais juste commencer avec une citation de Gunther Anders dans L'obsolescence de l'homme, sorti en 1956, et qui se posait déjà la question de la création des choses par rapport à l'homme et à l'humanité, et qui nous dit qu'il existe en fait une honte prométhéenne qui s'empare de l'homme devant l'humiliante qualité des choses qu'il a lui-même fabriquées. Et je trouve que c'est particulièrement intéressant de constater que dans l'Occident, il y a un peu cette scission entre technophilie et technophobie. Et peut-être, qu'est-ce que ça vous inspire dans un premier temps, cette première citation, et aussi au niveau sociétal, peut-être social, qu'est-ce que vous sentez comme interrogation sur cette problématique de l'intelligence artificielle, avant même de définir les termes? Je trouve qu'effectivement, ça permet de prendre du recul sur le sujet de l'intelligence artificielle. On entend beaucoup parler, mais c'est quelque chose d'assez ancien, ça existe depuis les années 50. Et même historiquement, on a tous ce rapport humain-machine qui est bien antérieur et tout au long des différentes expérimentations qui ont eu lieu et expériences, il y a toujours eu cette crainte de l'humain dépassé par la machine. Et moi, il y a un cas que j'aime beaucoup qui est celui du Turc mécanique. Donc, qui était une machine qui jouait aux échecs, vous en avez sûrement entendu parler, et donc cette machine a réussi à battre même Napoléon. Donc pendant des décennies, ses contemporains étaient fascinés jusqu'à ce qu'on se rende compte qu'en fait, il y avait à l'intérieur un très bon joueur d'échecs de caché. Et donc c'était déjà une première façon de voir comment est-ce que tout le monde pensait que ça y est, la machine avait dépassé l'homme. Et donc c'est un narratif qui est récurrent et qui revient encore aujourd'hui.
Bah, j'avoue, moi je suis aussi technophile et j'ai beaucoup étudié l'archéologie des médias. Et c'est vrai que dans toutes ces nouvelles couches médiatiques là, qui nous entourent, ce qui est intéressant, c'est comme tu dis, d'aller voir l'ancien, d'aller se plonger dans les couches anciennes pour saisir un peu comment est-ce que ça a émergé, ça a disparu, c'est revenu, nos sentiments qui nous habitent aujourd'hui vis-à-vis de l'IA, pourquoi est-ce qu'ils sont là. Et en tout cas, moi, c'est ce qui m'a intéressé dans mes études. J'ai travaillé sur ce concept d'archéologie des médias en analysant les œuvres d'art à travers ce prisme. Et je pense que c'est un effort qu'on peut tous faire et carrément être fait à travers la médiation comme vous le faites ou à l'école. Et pour circonscrire un peu le débat, qu'est-ce qu'on entend par intelligence artificielle et par intelligence artificielle générative? Et Hugo, Marion, qu'est-ce que... Alors ça c'est un vaste sujet, il y a pas mal de personnes qui disent que l'intelligence artificielle ne devrait pas s'appeler intelligence artificielle parce qu'on met intelligence et artificielle à côté, on a l'impression que c'est une intelligence qui dépasse l'intelligence humaine. Donc déjà ce terme en lui-même il fait débat même s'il existe depuis les années 50. Et moi j'aime souvent prendre l'image des poupées russes pour parler d'intelligence artificielle parce qu'on a intelligence artificielle, machine learning, deep learning, il y a souvent des termes comme ça qui sont employés comme des synonymes, mais qui renvoient en fait à des techniques et des technologies assez différentes. Et donc au milieu de tout ça, on a l'intelligence artificielle générative, mais ce qu'on peut retenir du coup en quelques mots de cette technologie, c'est que son objectif, c'est de pouvoir donc générer des phrases, mais aussi pourquoi pas des images, faire un certain nombre de choses en prédisant ce qui est le plus probable. Et c'est pas nouveau, c'est pas avec ChatGPT ou Midjourney que c'est apparu, ça existait avant, mais c'est vrai qu'il y a vraiment eu un boom ces derniers temps et ces dernières années. Et ce que je trouve très intéressant, c'est que jusque-là, on utilisait un peu tous de l'intelligence artificielle sans le savoir, dans notre boîte mail, sur les applications de streaming musical, de films ou de séries. Mais là, depuis le boom ChatGPT, Midjourney et les autres plateformes, on peut tous décider d'utiliser une intelligence artificielle pour faire quelque chose pour nous. Et c'est vraiment ça, je pense, qui bouleverse aussi ce rapport à l'intelligence artificielle. Ouais, vraiment l'accessibilité depuis 2015 et aujourd'hui, enfin en un clic, on peut y accéder. Mais est-ce qu'aujourd'hui, finalement, ça constitue un peu un buzzword, un peu galvaudé? Est-ce que c'est un peu, pour le coup... Là, dans le titre de l'exposition, c'est Imagination artificielle, un titre qui est emprunté à un article de Grégory Chatonsky, qui est aussi un artiste vraiment, pas pionnier, mais vraiment très rigoureux sur son utilisation de ce procédé. Et vu que cette technique elle procède par association d'idées, que ce soit dans le texte vers image, donc associer des labels à des images et ensuite en proposer une synthèse, on peut plutôt parler d'imagination, d'association d'idées, donc d'imagination plutôt que d'intelligence. Mais après, c'est aussi typiquement culture européenne, en tout cas française, d'être aussi précis, enfin volonté de rigueur sur la terminologie. Et aujourd'hui, on parle par exemple de synthétique pour les éléments qui sont produits par l'IA, donc c'est sûr qu'on va avoir des nouvelles. Ça va continuer à être discuté et il y a eu un gros moment d'intelligence artificielle, mais on va sûrement passer vers d'autres termes. Et justement, tu évoquais le titre de la curation que tu as créé ce soir. Pourquoi, quelle référence aussi historique tu y mets? Pourquoi le terme de Belle Époque? Belle Époque, c'est cette époque qui précède la Première Guerre mondiale et que beaucoup considèrent comme une époque un peu rêvée, puisqu'elle était plus prospère, progressiste, émancipatrice, mais il y a beaucoup d'historiens qui discutent ça et qui considèrent que c'était pas forcément une belle époque. Et du coup, là, j'essaie de faire le même exercice un peu d'anticipation en disant qu'est-ce que vont dire les historiens de l'art dans 100 ans, 200 ans, en termes d'IA générative. Est-ce que 2015-2023, qui est la temporalité de cette exposition, est-ce qu'ils diront « Ah, ça, c'était la belle époque », cette période un peu fantasmée où voilà, les artistes étaient créés vraiment de manière naïve, où tout le monde était impressionné par ces résultats, où il y avait encore cette abstraction qu'on pouvait cerner et qu'on ne peut plus cerner dans le futur parce que les images faites par IA, les images réelles sont tellement proches. Donc c'était ça le concept, et c'est pour ça qu'on a tous ces œuvres de 2015 à aujourd'hui, avec différentes techniques de GAN, comme celle de Sarah Meyoas, donc Pépétal, du texte vers image, en GAN on a aussi OSVT, mais dont je reparlerai aussi tout à l'heure, et ensuite texte vers image, Midjourney, stade de diffusion. Et justement, en fait,
paradoxalement, sur ce qu'on connaît de la Belle Époque, on va retenir les quelques avant-gardes pour une très très vaste majorité d'artistes académistes ou classiques. Comment tu définis ces artistes qui se saisissent du digital, mais enfin, qui sont finalement qu'une frange de la création artistique? Bah justement, c'est ça qui est intéressant, c'est donner des définitions, tirer une analyse, donner du sens. Aujourd'hui, avec l'IA, c'est un peu compliqué, parce que c'est une telle frénésie, il y a une telle émulation, variation technique, que c'est plutôt du coup une idée de contemplation de ce joyeux bordel, comme dirait Liam Min, qui est un très grand penseur des créations de nouvelles technologies. Et donc voilà, il n'y a pas pour l'instant de sens de définition, je pense, à donner. Et peut-être pour rebondir, le point commun, j'ai l'impression, entre toutes ces œuvres, c'est qu'il y a vraiment un outil dans la palette créative des artistes qui vient du coup les compléter, augmenter leur créativité, leur possibilité aussi technique. Et c'est vrai que souvent on a ce narratif autour de l'intelligence artificielle qui va remplacer les artistes et toutes les craintes que ça génère. Mais là on a une belle illustration ce soir des complémentarités que permettent l'IA et les artistes. Exactement, que ça permet de rebondir, parce que pour moi, effectivement, l'intelligence artificielle constitue vraiment une révolution technologique et artistique fondamentale, peut-être comparable à celle de l'avènement de l'imprimerie à la fin du XVe siècle, qui va mettre fin à l'art de l'enluminure, qui était l'art peut-être le plus valorisé, et celui des élites, et vraiment des élites intellectuelles et aristocratiques. Est-ce que, pour vous, l'intelligence artificielle va avoir cet effet-là destructeur de certains arts, et on a par exemple évoqué l'illustration ou même la photographie qui commence à être remplacée par des images générées par l'intelligence artificielle, ou au contraire ça va être plutôt une révolution schumpeterienne, donc un principe de destruction créatrice qui va renouveler le travail des artistes et permettre une mutation, un peu comme plutôt l'avènement de la photographie, donc c'est la formule de Paul Delaroche qui disait que la peinture était morte, et finalement pas du tout, elle a été complètement renouvelée par l'utilisation qu'en ont fait les avant-gardes, qui ont permis une avancée dans la subjectivité et finalement une prise de distance par rapport au réel pour créer ce qu'on a connu, les impressionnistes, le symbolisme, les nabis, et ensuite jusqu'à l'abstraction au début du XXe siècle. Est-ce qu'on se situe plutôt comme à l'aune du XVe siècle sur cette destruction-là, ou plutôt sur ce principe de destruction créatrice qui vient renforcer le rôle des artistes? Il y a une phrase qui m'a beaucoup frappée, qui est celle de l'artiste allemand Mario Kingemann, qui fait partie des pionniers de l'art IA, qui disait à l'heure de Dali, mi-journée, etc., finalement les images ne suffisent plus. Les images ne sont plus assez pour les artistes, il faut qu'ils s'attaquent à autre chose. Et donc je trouvais ça intéressant comment ça préfigurait peut-être une forme de déplacement sur du coup ce que peut l'artiste à l'heure de l'intelligence artificielle, dès lors que tout le monde peut générer des images. Après on voit qu'on peut tous prendre des photos avec nos téléphones, et pour autant il y a des grands photographes, on considère que c'est pas du tout la même chose. Et je trouve que c'est aussi, on faisait cette comparaison avec la photographie, quelque chose de pertinent, c'est que souvent, on va pas dire qu'un très grand photographe, c'est facile, il a juste appuyé sur un bouton pour faire une photo. On sait qu'il y a une très grande maîtrise et une grande technique derrière. Et aujourd'hui, on a ce type de dénigrement encore sur les artistes qui créent avec de l'IA en disant « mais prompt art, on met juste une phrase et ça y est, on a quelque chose ». Et en fait, non, il y a quand même une grande technicité, il y a pas mal d'artistes qui parlent des heures qui ont été nécessaires pour produire ces résultats, le travail que certains font sur la donnée en entrée. Donc en fait, certes c'est des IA, mais c'est énormément de travail de l'artiste, ça se nourrit vraiment d'un aller-retour, et donc c'est important d'avoir ça aussi en fait. Moi très rapidement, je rajouterais juste que oui, c'est une révolution industrielle, économique, surtout au-delà des arts, et que ce qui est très amusant de remarquer, en tout cas dans le sentiment de peur qu'on a entendu, c'est qu'il venait plutôt, pour la première fois, c'est une révolution industrielle qui va potentiellement menacer les cadres plutôt que les ouvriers. Et donc là, il y a c'est intriguant à observer en tout cas. Oui, puisqu'on parle dans le champ du juridique, oui, voilà, c'est un plus les techs, les large, développeurs, où il va y avoir une nécessaire adaptation aux nouveaux outils pour la survie. Et ça me permet justement de parler plutôt sur le champ économique de l'écosystème, et donc peut-être Marion, est-ce que l'écosystème français et européen est suffisamment robuste pour résister au marché actuel qui est en fait
pour l'instant en tout cas, entièrement aux mains des Américains, de la même façon que le Web 2 et les GAFAM n'ont émergé à très vaste majorité qu'aux États-Unis. Alors c'est vrai qu'on bénéficie de choses qui ont lieu sur des années. Il y a donc pour entraîner des intelligences artificielles génératives besoin d'énormément de données qui ont été captées par des géants du numérique. Donc c'est intéressant de voir les dépendances et ce qui fait qu'on arrive aux situations actuelles. Donc c'est vrai que sur l'IA générative, qui repose sur ce qu'on appelle les modèles fondationnels, les modèles de fondation, qui sont des très gros modèles qui mettent des heures d'entraînement et qui du coup sont beaucoup entraînés par des très très gros acteurs, principalement américains, aussi chinois, parce que c'est des budgets très conséquents. Donc il y a cet enjeu-là, même si on a des acteurs français qui émergent comme Mistral AI qui a fait beaucoup parler de lui. Mais il n'y a pas que ça en fait. Il y a ce travail sur les modèles de fondation, il y a ce travail sur du coup les applications qui se connectent aux modèles de fondation. Et donc là, il y a un champ des possibles très important où on peut encore inventer beaucoup de choses. Donc les choses ne sont pas figées et il y a encore, je pense, de la place pour des acteurs français et européens, même si ça va très vite et qu'il faut avoir les moyens d'être dans la compétition aussi. Ouais. Je pense qu'il y a un savoir-faire français de précision et que par exemple OresVT porte, puisque lui, dans l'œuvre qui est le tableau qui est suspendu là-bas, il construit lui-même ses datasets, donc il a un travail un peu d'artisan dans la manière dont il collectionne ses images, dans la manière dont il les assemble. Et je pense qu'il y a quelque chose à faire dans les datasets qu'on construit et comment est-ce qu'on les construit. Je parlais avec une collègue qui construit des modèles de rénovation énergétique. Par exemple, on va penser qu'est-ce qu'on va mettre dans un modèle d'IA qui traite de la rénovation énergétique. Si on met que du BTP industriel standardisé, bah forcément l'IA va tendre vers ça. Et si on commence à crafter son dataset et commencer à mettre, je sais pas moi, la terre crue, qui est un peu, essayer de penser d'autres architectures, là peut-être qu'on va voir d'autres choses émerger et qui peuvent clairement concurrencer, en tout cas porter nos spécificités face aux géants. Dans ce que tu mentionnes sur les données, il y a vraiment cet aspect aussi, souvent on parle des biais de l'intelligence artificielle et le fait que en fait, l'intelligence artificielle elle est le reflet de la donnée qui la nourrit et donc comme ces données sont pour la plupart aspirées largement sur Internet, elles sont le reflet des biais de notre société. Et donc il y a plein de personnes qui ont fait l'expérience de demander a CEO, c'est souvent un homme qui sort, a nurse, an engineer, etc. Et donc il y a ce problème de biais, mais qui vient vraiment des données et de nos propres représentations. Et justement, on en arrive au cadre juridique et aux questions aux problématiques de propriété intellectuelle, du coup, parce que cette notion d'intelligence artificielle ne se nourrit que de contenu actuel, entre autres du contenu artistique, créé par des artistes plasticiens ou des œuvres libres de droit. Comment vous positionnez par rapport à finalement le pompage de l'intelligence artificielle pour générer de nouvelles images? Est-ce que c'est uniquement une inspiration ou une claire... Tout le monde commence par la copie, même à l'étude des beaux-arts. Donc pour vous, ça serait juste de l'inspiration ou très proche de... Ça n'atteindrait pas le copyright, aucune règle de propriété intellectuelle. Ça, je ne suis pas assez expert sur la question. Le sujet est très compliqué parce que donc il y a cet enjeu de la propriété intellectuelle des artistes. Déjà le fait qu'ils puissent s'opposer ou non à ce que leurs travaux soient versés dans ces IA, ça c'est un premier sujet. Aujourd'hui ils peuvent en sortir mais c'est très compliqué. Il faut faire des démarches à droite à gauche pour chacun des modèles, donc ça c'est un des premiers sujets. Ensuite c'est cet aspect de la rémunération. Faut-il rémunérer les artistes dès lors que leurs œuvres sont dans ces modèles et comment est-ce qu'on fait? Parce qu'en fait une image générée, on ne sait pas exactement retracer quelles sont les images qui ont permis d'avoir cette image qui a été générée. Donc il y a des modèles économiques à inventer pour permettre de les rétribuer. Et après ça concerne les artistes, mais en fait ça concerne les industries culturelles au sens plus large, puisque c'est aussi une problématique qu'on a dans la musique, avec des procès en cours notamment aux États-Unis vis-à-vis des paroles de chansons. Dans les médias, pareil, il y a aussi des procès en cours, le New York Times par exemple qui attaque OpenAI, et d'un autre côté il y en a qui vont faire des deals, c'est-à-dire qu'ils vont se mettre d'accord, donc c'est des montants souvent très importants pour verser ces données dans l'intelligence artificielle. Donc on est vraiment sur, comme on mentionnait, ça bouge très vite, les choses ne sont pas encore figées, mais effectivement il y a besoin de clarification pour rémunérer les artistes et en même temps trouver des modèles économiques qui permettent de le faire et de développer des acteurs innovants.
est-ce que justement tu peux nous illustrer un peu ce que ça représente l'intelligence artificielle et nous présenter certaines œuvres que tu trouves marquantes de ta curation et comme ça on puisse graviter autour de certaines œuvres et vous pourrez aussi à ce moment-là, et vous pouvez également poser des questions. Je peux être preneur de quelques questions et très rapides. Moi, je voudrais savoir quelle est la place de l'émotion esthétique. Alors, ça me fait penser à une étude qui a été faite il y a quelques années où avait été présentée à un public d'une foire d'art contemporain des images générées par IA et des œuvres d'artistes. Et en fait, les résultats de cette étude, c'est que des personnes avaient ressenti des émotions importantes, ou en tout cas été touchées par des œuvres générées par IA. Donc en fait, ça pose cette question de où se place la frontière, par quoi on est ému ou non. Enfin, je trouve cette question effectivement de l'émotion artistique à l'heure de l'intelligence artificielle intéressante à creuser. Je ne sais pas ce que tu en penses. Je répondrais quelle est l'émotion des machines du coup? Ça, je sais pas. C'est la question avec moi, je reviendrai à la photographie et à la notion d'artification. C'est que il a fallu du temps avant de considérer la photographie comme un médium artistique. Et je pense qu'il en est de même des créations digitales. Les premières acquisitions de photos, ça va être dans les années 60 par le MoMA et dans les années 80 en France. Le premier groupe de photographes qui se considèrent artistes, ça va être les pictorialistes dans les années 1880-1890. Donc entre les années 1830, l'avènement et cette artification, et que le public considère cela comme des œuvres, il a fallu un certain temps. Donc il y a aussi ce temps-là. Heureusement plus court. Mais oui, et donc il y a des facteurs légitimants et des acteurs, comme des curateurs, qui nous aident aussi à éduquer notre regard sur ces nouvelles créations. Et je pense que ce n'est pas forcément instinctif ou naturel. Est-ce que ça veut dire qu'on externalise sa créativité ou alors que chaque individu a encore une part dans le processus créatif? Je pense que chaque individu a encore une part et c'est ça qui fait les créations, à mon sens, les plus intéressantes. C'est celles où on trouve la patte de l'artiste. Et donc, en fait, il y a tellement de façons pour les artistes de mobiliser l'IA, soit comme une source d'inspiration, soit dans le fait d'avoir des allers-retours avec l'algorithme, soit dans le fait de pouvoir avoir aussi cette aide technique qui est apportée par l'IA. Donc, en fait, il y a vraiment beaucoup de façons de s'en emparer. Et je pense qu'à la fin, ce qui est intéressant, c'est de retrouver la patte de l'artiste dans le résultat qui est produit. Ouais. Ça peut être créer une émotion ou faire des blagues, enfin, comme les t-shirts que vous avez derrière vous, ou à l'entrée, ce petit concours de grimaces à la télé japonaise, où l'artiste il a mis un logiciel de détection faciale d'IA sur le visage, et quand il va faire sa grimace, ça va tromper l'IA. Ça peut être exactement tout ce que tu viens de dire, et bien d'autres choses encore spécifiques à la pratique des artistes qui sur le long terme. Et l'IA vient juste ajouter comme une brique ensuite. Est-ce que tu veux qu'on tourne un peu, présenter certaines œuvres très rapidement? Je pense que le mieux c'est que vous continuiez de découvrir et ensuite vous pouvez venir me poser des questions sans souci. Parce que c'est vrai qu'on est un peu nombreux. Mais allez, surtout, il y a la pièce qui est au fond où il y a une projection donc sur un tableau. Et l'idée justement, c'est une commande pour l'exposition. Et l'idée c'était de voyager à travers les différentes esthétiques de l'IA depuis, de l'IA générative accessible depuis Deep Dreams, le projet de Google d'images hallucinées par la machine, jusqu'à Stable Diffusion, Midjourney, qu'on connaît aujourd'hui. Et donc sur ce tableau est projeté, sont projetées ces différentes époques. Je vous invite à aller voir. Voilà. Merci beaucoup. Merci.